autre pasteur que je connais bien. Même lui aussi, c'est lui qui vient de partir, je le connais bien. Non, non, la nuée. Et c'était depuis 2013 que ce mouvement a commencé. On a commencé, non, la nuée, Branham n'était pas là. Il y a toutes sortes de choses. Il y a eu même des conventions ici, à Kinshasa, ici. En Afrique, bon, non, ce n'était pas ça. Tout ça, ainsi de suite. Et je me suis rappelé, c'était en 2013. C'était cette année-là que j'avais fait ce livre, cette brochure. Que dites-vous que c'est? Pour montrer que Branham était là. Ce n'est pas un roquette. Une roquette, je ne sais pas. Mais frère Branham dit, quand vous regardez, vous voyez Jésus. On voit le visage d'un homme. Une roquette ne va pas dessiner le visage d'un homme. On voit l'ange qui était là. J'étais là. Ce sont les promesses de l'heure. Mais il y a quelques années, non, ce n'est pas vrai. C'est allé au Canada. L'assemblée des frères Eddie Biscol. Quelqu'un qui était là, un grand diacre, un grand administrateur. Non, c'est pas vrai. Et jusqu'aujourd'hui, il écrit, ce pasteur-là aux États-Unis, il a quitté l'église. Et c'est un grand mouvement. Des gens qui sont en train dans le message, il y a beaucoup d'erreurs. Et le Mundele, il a le courage de dire je sors. Mais quelqu'un d'autre, il ne sort pas. Parce qu'il y a la dîme. Il y a les offrandes. Mais il commence par des langages, il embrouille les gens et tout ça. Et comme tout ça c'est sur Internet, tout le monde on est en train de suivre quelqu'un que vous n'examinez pas ce qu'il est en train de dire. Quel temps difficile. Quel temps de séduction. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit au Seigneur, sois miséricordieux. Aie pitié de nous. Après avoir dit aux gens pendant 38 ans. Bonjour très chers internautes, grande majeur une fois de plus de vous retrouver et nous sommes là une fois de plus comme nous l'avons prévu dans notre rendez-vous. Je suis votre frère Renaud Boris Mota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous venons de suivre tous ensemble avec beaucoup d'attention le pasteur Dioka qui, comme nous l'avons dit la fois passée, qui nous a parlé de la nuée, qui a évoqué l'une des raisons pour laquelle les gens font défection du message, pourquoi les prédicateurs des renom qui ont prêché ce message, qui l'ont soutenu pendant des années, sont arrivés à faire défection du message et selon lui, selon le pasteur Dioka, pour une raison qui est banale. Une raison qui est banale, une raison qu'ils n'ont pas assez bien compris, et notamment concernant la nuée, et parce que selon lui, William Branham était là. Et si le pasteur Dioka peut affirmer avec une ferme conviction que William Branham se tenait effectivement à la montagne, à cette date-là du 28 février 1963, c'est parce qu'il a lu William Branham, il a cru à William Branham, mais je doute fort qu'il a étudié la question comme il a su le dire que j'ai pris le temps d'étudier cette question et je me suis rendu compte que le message est la vérité. Or, ça, c'est déjà un élément important
qui montre que le pasteur Dioka Richard Sangolunja n'a pas pris le temps d'étudier la question autant que d'autres aussi qui sont encore restés accros à ce message de William Branham. Alors maintenant ici, au lieu que nous puissions juste vous laisser rencontrer certaines bribes de mots, ainsi de suite, et comme nous l'avons promis, nous sommes dans l'obligation de revenir au sujet de ce nuage et voir les grands traits qui caractérisent la réfutation légitime que des pasteurs comme nous, qui autrefois avons prêché ce message, avons pris la décision d'abandonner le message de William Branham que nous avons reconnu et identifié comme étant un fake message. Donc, un faux message, un mensonge. Et ça, c'est pas juste, on le dit pas juste pour dire parce que nous avons fait défection, mais nous devons être à même de prouver cela. Vous savez que lorsque William Branham arrive en 1965, Branham a affirmé très haut et très fort que le message ou encore le nuage photographié dans le ciel d'Arizona le 28 février 1963 était une confirmation que son message était la vérité. Or, William Branham repose l'évidence de la confirmation de son message sur un élément que nous savons être mensonger. Et nous allons le démontrer ensemble avec vous. Maintenant, si il arrive que nous arrivons à la conclusion, comme quoi le message ou encore le nuage du 28 février 1963 n'avait absolument rien à voir avec le message de William Branham, aussi rien à voir avec la partie de chasse que Branham avait effectuée, alors vous serez d'avis avec moi d'arriver à la même conclusion, la conclusion selon laquelle le message de William Branham étant fondé sur de fausses évidences, tout ce qui est confirmé par ce qui est faux devient faux. En d'autres termes, invalide, parce que ce serait comme effectuer une transaction avec une monnaie qui n'a pas de valeur, de faux billets. Alors maintenant, entrons dans le vif de notre sujet, parlons de la nuée. Dioka Sangolunja, comme bien d'autres prédicateurs, nous ont affirmé que William Branham était à la partie des chasses et que tout ce que William Branham a dit au sujet de ce nuage, de sa relation avec ce nuage, est l'exacte vérité. Maintenant, nous allons prendre le temps que cela nous prendra, peut-être 1 heure ou 45 minutes ou 1 heure, ça dépend, pour vous exposer les grandes lignes qui ont permis de comprendre, de détecter que William Branham a menti à tout le monde au sujet de ce nuage. Et que ceux qui veulent soutenir la position de William Branham comme quoi cette position qu'il a dit est authentique, sont en train de continuer à perpétrer le mensonge de William Branham dans le but bien précis, comme vous le savez, de garder leur chiffre d'affaires intact et de ne pas voir s'écrouler leur royaume ou voir fondre leur royaume ou leur influence comme un morceau de beurre dans une poêle chauffée. Maintenant, ici, entrons dans le vif du sujet. Il y a un quiproquo au sujet du nuage mystérieux photographié au-dessus de Flagstaff en Arizona en date du 28 février 1963, soir. Et le quiproquo, il y en a entre ce nuage et la partie de chasse de William Branham qui aurait débouché prétendument à une rencontre qu'il a eue avec 7 anges et que ces 7 anges auraient formé une pyramide lors de leur retour au ciel. Et que, à la suite de la formation de cette pyramide, cette photographie a été faite quand les anges remontaient au ciel, et c'est cette photographie qui a été publiée dans le journal, et c'est cette photographie que William Branham avait récupérée, et c'est cette photographie que William Branham a interprétée, comme ayant un lien avec son expérience. Considérons d'abord premièrement ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Nous lisons ce qui suit. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et c'est dans cette optique-là que, dans le seul souci d'éclairer la lanterne sur cette question, que je me propose alors de passer en revue une fois de plus les 2 événements afin d'établir le rapport entre les deux s'il y a lieu. C'est-à-dire passer en revue l'événement qui a amené à la formation de ce nuage et la partie de chasse de William Branham. Ensuite, nous allons voir si les 2 événements ont une relation entre les deux. Le 28 février 1963,
Les observatoires géants furent témoins de l'apparition d'un nuage mystérieux dans le ciel d'Arizona et c'est le 19 avril 1963 que cela a été publié pour la première fois dans le magazine Science, avant que Life Magazine du 17 mai 1963 puisse le publier à son tour. Alors, avant de lire quelques-unes des déclarations de William Branham au sujet de cette photographie du 28 février 1963, je me propose de dresser la toile de fond de cet événement. En effet, tout a commencé en décembre 1962, où William Branham aurait reçu deux visitations, deux visions distinctes annonçant la venue de 5 ou de 7 anges, selon les déclarations suivantes. Nous sommes là en décembre 1962 et on va voir que en décembre 1962, William Branham va affirmer avoir eu la vision de 5 anges qui devraient venir pour lui apporter son message. Branham attendait son message et il aurait reçu la vision que 5 anges viendraient pour lui apporter son message. C'est ce que Branham a reçu comme vision. Nous sommes là en 1962, nous sommes au mois de décembre. Et Branham va rapporter ce qui suit dans la prédication L'opprobre à cause de la parole prêchée le 23 décembre 1962. Le paragraphe 25 et le paragraphe 35. Nous lisons les deux paragraphes. Branham dit: tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, mais j'avais été emmené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient. À l'intérieur de cette constellation, d'anges, de 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible. Oh Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors, cela m'a simplement quitté. Paragraphe 35. Cette déflagration est la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés, comme ça, 5 anges en même temps, qui formaient une constellation, un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. Ça avait l'air d'être, d'abord, on dirait que c'était, vu de loin, cela ressemblait, on dirait, la couleur des colombes. Et il venait dans cette direction et on en voyait 1, 2, 3, 4 et puis un juste au sommet, ce qui faisait 5. Et ils arrivaient à une telle vitesse. Il n'y avait rien, aucun avion à réaction, rien d'autre de comparable à cela. Donc là, c'est William Branham qui nous informe, quand nous venons de lire ensemble, que dans sa vision, il a vu 5 anges, il a bien décrit, il a bien compté, et 2 de chaque côté, plus 1 au sommet, ce qui fait 5 anges formant une pyramide, selon lui, et qui sont venus vers lui. Mais une semaine plus tard, la même vision passe de 5 à 7 anges. Donc Branham fait la mise à jour de cette vision. On se pose déjà la question de savoir s'il avait vu 5 anges ou bien il avait vu 7 anges. Mais une semaine plus tard, la même vision de William Branham est rapportée dans la prédication « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» prêchée le 30 décembre 1962 à la page 47 et la page 48, ce qui suit. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'élève dans l'air, aussi haut que le bâtiment, et cette constellation d'anges. Ces 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété. Selon son rêve, c'est tout à fait fini. Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fit entendre, et 7 anges sont venus de l'éternité. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cela n'a pas été dit. Donc ici déjà, on peut constater ensemble avec vous que William Branham attendait de rencontrer 5 ou 7 anges qui devaient le ravir dans une constellation pyramidale. Notons bien que lorsque Branham parle ici dans cette vision qu'il a fait la mise à jour, déjà, William Branham ne fait pas mention du nuage ou d'une nuée et jamais la nuée ou le nuage n'a été question de cette vision. Relisez cette vision dans toutes les deux
prédication, l'opprobre à cause de la parole, et dans Messiah, c'est le signe de la fin, vous allez vous rendre compte effectivement que William Branham n'a pas fait mention du nuage ou de la nuée dans cette vision. Maintenant, ici, j'aimerais interpeller quelqu'un qui va nous parler, nous donner la chronologie des événements qui ont abouti à l'ouverture de Sceaux. Et cette personne, nous allons l'interpeller d'abord avant d'appeler William Branham lui-même qu'il revienne, puisque déjà là, ça commence déjà très bien. Comment est-ce que ça commence très bien? Parce que William Branham nous montre qu'il attend la réalisation d'une vision, mais cette vision-là, c'était 5 anges qui devaient venir vers lui pour lui apporter son message. Maintenant, une semaine après, il va se rendre compte que dans Apocalypse chapitre 10, il y avait 7 tonnerres qui étaient là-bas. Alors, William Branham serait obligé de faire passer des anges à 5 pour 7. Parce qu'il faudra qu'au moins un ange puisse faire tonner un tonnerre pour que cela puisse révéler 7 sceaux. Alors donc, Branham va faire passer le nombre d'anges de 5 à 7. Et ça, aux yeux et au vu de tout le monde. Maintenant, ici, nous allons interpeller un témoin de ce message qui est le monsieur Owen Jorgensen. Owen Jorgensen, pour ceux qui ne savent pas, nous allons lire sa bio, parce que certains d'entre vous ne connaissent pas qui est l'auteur du livre que vous lisez sur Branham, le surnaturel, sur la vie de William Branham, et celui qui a travaillé pendant des décennies pour pouvoir écrire la biographie de William Branham. Et vous ne savez pas effectivement, pour bon nombre d'entre vous, combien de temps il a pris et combien de démarches minutieuses il a menées pour pouvoir écrire la biographie de William Branham et écrire d'autres documents concernant le message de William Branham comme témoignage. Mais je vais lire sa bio, et édité par lui-même, et vous allez vous en rendre compte que c'est quelqu'un qui a le témoignage, un peu comme Luc avait le témoignage, pas seulement Luc, parce que Jorgensen est arrivé pendant que William Branham était encore là. Alors donc, Owen Jorgensen, il nous a dit ceci, biographie de l'auteur. Owen Jorgensen, ou frère Owen, comme l'appellent affectueusement ses amis, est né en 1952. Des parents danois-américains de deuxième génération, cultivateur de blé près de la petite ville de Culver City, dans l'État de Washington. Dès son plus jeune âge, il développa une passion et un don pour l'écriture. Lorsqu'il accepta, jeune adulte, le ministère de William Branham, il ressentit immédiatement le désir de raconter sa vie remarquable. Il écrivit plusieurs tracts à la fin des années 70, dont « Un homme entre les mains de Dieu » et est-il plus tard que vous ne le pensez? Tous deux largement diffusés dans de nombreuses langues à travers le monde. Frère Owen a contribué à servir le Seigneur en étant pasteur d'une petite église dans sa ville natale, en élevant 4 enfants et en participant à plusieurs missions internationales. Mais ce n'est pas que des années plus tard, en 1986, que son appel si souvent évoqué, à écrire cette biographie a commencé à se concrétiser. Pendant plusieurs années, il écouta attentivement chaque sermon de William Branham par ordre chronologique, indexant et organisant chaque événement et prenant des milliers de pages de notes jusqu'à ce qu'il commence à écrire l'histoire. Dès le début, sa mission fut de présenter au peuple du monde et en particulier aux jeunes chrétiens la réalité souveraine du ministère de Dieu que Dieu avait envoyé à notre génération. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce projet colossal a nécessité des milliers d'heures de recherche, d'entretien et d'écriture, et Satan s'y est acharné de multiples façons. Mais à chaque publication, il a été fortifié par l'immense réaction et les encouragements des chrétiens reconnaissants, profondément édifiés par son travail. Maintenant que ce projet est terminé, frère Owen continue d'exploiter sa ferme et de profiter de ses nombreux petits-enfants et de servir le Seigneur Jésus-Christ chaque fois que l'occasion se présente. Et maintenant, ici, c'est un texte de la main de l'auteur lui-même, édité le 1er juillet 2014. Owen Jorgensen nous affirme ce qui suit. Frère Branham n'a pas fondé de dénomination. Il a travaillé dur pour amener les gens à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Je suis l'une de ces personnes qu'il a aidées. Je reste fidèle au message parce qu'il
est un phare de vérité et de clarté qui brille à travers le brouillard des idées humaines. Il m'a guidé vers le véritable Jésus-Christ et en lui j'ai trouvé l'amour, la joie, la paix et la sécurité. Je suis entré en Christ et j'y demeure. Voilà Jorgensen qui parle. Pourquoi est-ce que nous avons lu sa bio, qui n'est pas bien sûr édité par nous, mais par l'auteur, ou ceux qui nous ont présenté l'auteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait ses frères? C'est parce que il va nous donner la chronologie des événements qui ont abouti à l'ouverture de cette sceau. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi est-ce que nous l'avons interpellé? C'est pour que vous compreniez que son témoignage n'est pas différent de celui de Luc, qui a recueilli des informations et comme vous l'avez appris, il a pris des années à lire le message de William Branham pour pouvoir ordonner les événements qui ont caractérisé la vie de ces derniers. Alors maintenant, ici, ensemble avec vous, nous allons lire la chronologie des événements sous l'ouverture des sceaux d'après Owen Jorgensen. Il nous dit ce qui suit, je vous affiche tout. Il est dit, 22 décembre 1962, vision d'ange en forme de pyramide. Il y en avait bien au moins 5, mais pas plus que 7. 30 décembre 1962, présentation de 6 anges des membres du Branham Tabernacle, présentation de la vision d'ange une nouvelle fois. Début janvier 1963, départ vers l'ouest, Tucson, en Arizona, sur ordre divin, conformément à la vision. 4 janvier 1963, arrivé à Tucson, en Arizona. Fin janvier 1963, réception de l'épée du roi. Ne crains pas de mourir, il s'agit du 3e poule de ton ministère. 28 février 1963, apparition d'un nuage mystérieux en Arizona. Du vendredi 1er mars jusqu'au 10 mars 1963, ouverture de la saison de chasse au Prairie en Arizona. Le dimanche 3 mars 1963, William Branham et son fils Billy Paul se rendent à Houston au Texas. Le lundi matin 4 mars 1963, William Branham fait appel à la cour. Le lundi soir 4 mars 1963, William Branham se rend à l'auditorium de la ville pour prêcher. Le mercredi 6 mars 1963, William Branham, Fred Sotman et John Norman déposèrent leurs fusils et leurs équipements de camping dans la camionnette de Fred Sotman et s'embarquèrent pour la chasse. Le vendredi 8 mars 1963, rencontre avec les 7 anges. Retourne à Jeffersonville, là où les 7 sceaux de l'Apocalypse seront ouverts. Le 17 mars 1963 au 24 mars, ouverture des 7 sceaux, prédication sur les sceaux. Mai 1963, découverte du nuage surnaturel dans le Life Magazine, compréhension de sa signification et voix tourne là à droite. Alors, vous remarquez ici déjà que nous venons là de lire la chronologie des événements rapportée par Owen Jorgensen. Et cette chronologie déjà est très éloquente. Personne dans le monde du message de William Branham ne peut la mettre en cause. Personne. Je dis bien personne, ni même vous, Dioka Sanguluja. Et pourtant, aussi, c'est une évidence que vous n'avez pas pu, malgré votre semblant de réfutation face à la vérité, mais vous ne pouvez pas mettre en cause cette chronologie des événements. Parce que William Branham lui-même, ainsi que la fille de William Branham lui-même, viendront pour témoigner que cette chronologie des événements est la vérité. Maintenant, évoluons sur la question. Évoluons. Lorsque nous évoluons, nous allons alors prendre des éléments de façon détaillée. L'événement du 28 février 1963 a eu lieu. Nous sommes là le 28 février. Donc déjà, lorsqu'on prend les événements selon la chronologie apportée par Owen Jorgensen ici, nous avons déjà dépassé décembre, nous dépassons le 4 janvier avec la réception de l'épée du roi, fin janvier. Nous dépassons, nous dépassons fin janvier avec l'apparition ou encore la réception de l'épée du roi, donc l'ouverture du 3e épule.
Alors, nous entrons le 28 février. Dans la chronologie, Owen Jorgensen nous dit, le 28 février 1963, apparition d'un nuage mystérieux en Arizona. Donc déjà, le nuage mystérieux apparaît en Arizona le 28 février 1963. Nous sommes tout à fait d'accord. Et nous voulons ici établir la relation entre l'apparition de ce nuage et la partie de chasse de William Branham pour voir s'il y a une relation entre les deux. Et comme vous avez su l'exclamer très haut et très fort que Branham était là, nous allons le vérifier ensemble à la lumière du message de Branham pour voir s'il était réellement là. Alors, du vendredi au 1er mars 2000, du vendredi jusqu'au 10 mars 1963, c'était l'ouverture de la saison de chasse, comme Jorgensen nous l'a dit. Or, lorsque la saison de chasse s'ouvre à partir du 1er mars et qui devait aller jusqu'au 10 mars 1963, cette année-là, le nuage a déjà été photographié le 28 février avant le début de la saison de chasse. Maintenant, ici, nous lisons dans cette chronologie, Jorgensen nous dit, le lundi 3 mars 63, William Branham et son fils, Billy Paul, se rendent à Houston, au Texas. Donc, on note ensemble avec vous que William Branham se rend à Houston, au Texas, après que la photographie du nuage ait déjà été faite, le 28 février. Et Jorgensen continue en disant, le lundi matin 4 mars 63, William Branham fait appel à la cour. Le lundi soir du 4 mars 63, William Branham se rend à l'auditorium de la ville pour prêcher. Le mercredi 6 mars 63, William Branham et Fred Sotman et Johnny Norman déposaient leurs fusils et leurs équipements de camping dans la camionnette de Fred Sotman et s'embarquaient pour la chasse. D'ailleurs, l'agenda de William Branham, publié par sa fille aînée Rebecca, et soutenu par les propres paroles de William Branham, ne permet pas de soutenir que William Branham ait été à la chasse en date du 28 février 63. Vous savez, pasteur Dioka, ainsi que bien d'autres ex-frères, lorsque vous tentez de forcer, vous savez, ce qui fragilise le message, c'est quoi? Qui fait que votre chute sera fatale. Et sera fatale. Vous n'allez pas vous rendre compte. C'est quoi? C'est le fait que vous êtes conscient que William Branham est allé à la chasse à la date du 6 mars 1963. Et selon lui, il aurait passé son expérience 2 jours plus tard, donc le 8 mars 1963. Mais pendant que Branham est en train d'aller à la partie des chasses, le nuage du 28 février est déjà photographié. Maintenant, pour vous, on va évoluer. Allons-y. Lorsque nous regardons, la réalité sur cette question, c'est laquelle? C'est d'abord le fait qu'on reconnaît, comme on a su le lire ici dans la chronologie évoquée par Owen Jorgensen, que la saison de chasse au Javelina en 1963 devait commencer un certain vendredi le 1er mars et devait s'étendre jusqu'au 10 mars. Et ce que vous ne savez pas, et bon nombre de croyants du message ne savent pas, c'est que Branham avait prévu de chasser au jour de l'ouverture de la saison de chasse. Donc le jour de l'ouverture de la saison de chasse, c'était le 1er mars 1963. Et Branham avait prévu qu'il devait chasser à cette date-là, le 1er mars 1963. Mais seulement son programme fut modifié quand il a reçu un long télégramme d'une femme de Texas. Et cette femme le suppliait de venir à Houston pour demander clémence à la cour pour son fils qui encourait la peine de condamnation à mort pour ses crimes. Alors, ayant déjà lu à propos de ce garçon dans le journal, Branham s'est senti que s'il n'essayait pas de sauver la vie de ce jeune homme, il ne serait plus jamais capable d'aller chasser. Et c'est comme ça qu'il reporta son voyage de chasse et programma un voyage rapide pour Houston. Il appela aussi un pasteur à Houston qui lui avait demandé de prêcher chez lui si jamais il venait en ville. Et nous allons effectivement lire Branham qui va confirmer que son programme a été changé. Le programme d'aller à la partie de chasse, la date de l'ouverture de cette partie de chasse, comme vous l'avez vu sur le document, sur le permis de chasse, c'était bien le 1er. La chasse devait aller du 1er au 10 mars. Et Branham avait programmé de chasser à l'ouverture de cette partie de chasse
Mais il avait modifié son programme à la suite d'un appel, d'un télégramme qu'il avait reçu venant de cette femme qui demandait que ce dernier vienne demander la clémence à la cour pour son fils qui encourait la peine de condamnation à mort pour ses crimes. Et qu'est-ce que Branham lui-même va nous dire? Dans la prédication, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, prêchée le 27 novembre 65, paragraphe 60. Et nous lirons jusqu'au paragraphe 62. Lisons Branham attentivement. Branham dit: quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston, au Texas, près d'ici, et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris, où on a pris une photo de lui là-bas à Houston, il m'a téléphoné. Il disait, il m'a envoyé un télégramme. Sa femme m'a dit: je sais, frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le fils de la sœur Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Il disait, et s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tous lu ça dans le journal, bien sûr. Et il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. 61. Et Raymond Orchestra m'avait déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec McAnally et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston. J'ai tenu la réunion. Et bien sûr, on ne les a pas exécutés, on leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient, obtenir d'eux. On leur a simplement épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans, je pense, au Texas. 63. Ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne et je suis allé avec frère Fred Sotman. Il est quelque part ici. Donc, bien, on regarde bien cette citation, on se rend effectivement compte que William Branham nous affirme bien ce que nous avons lu dans la chronologie de ces événements. Il avait prévu d'aller chasser à l'ouverture de la saison de chasse, et cette ouverture devait avoir lieu le 1er mars 63, et Branham reçoit un télégramme, Branham modifie son programme, Branham se rend d'abord à Houston, et Branham va tenir des réunions là-bas, et Branham va parler à la cour, Branham va tenir une réunion, et ensuite quand Branham va rentrer, il va alors se rendre à la montagne. Il a bien dit au paragraphe 63, en rentrant, je suis allé à la montagne. Donc Branham est allé à la montagne au retour de son voyage de Houston. Nous sommes tout à fait d'accord. Branham est allé à la montagne au retour de son voyage de Houston. Maintenant ici, c'est un témoignage. Prenons le deuxième. Quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65. Paragraphe 134 et le paragraphe 135. Branham redit la même chose. Il nous dit, je devais partir à la chasse avec un ami, je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'amenait dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Paragraphe 135. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Donc là, nous sommes tout à fait d'accord que William Branham affirme très bien s'être rendu à la montagne pour chasser après le retour de son voyage de Houston. Pasteur Dioka, ainsi que les autres, qui veulent nous chanter cette chanson selon laquelle William Branham était là. Alors, maintenant, pendant qu'on évolue, on va se rendre compte que Branham se rend à la chasse après son retour d'Houston. Branham se rend à la chasse après son retour de Houston. Alors, comme déjà on affirme que William Branham était à la partie de chasse, en date du 28 février 1963,
c'est une insulte gravissime. Et c'est une, au fait, même insulter, c'est un mot trop faible. Au fait, vous insultez l'intelligence de ceux qui vous écoutent et qui ont été envoyés quand même à l'école et qui savent lire et qui ont des oreilles pour entendre. Non seulement ça, mais qui devait avoir assez d'éthique et assez de respect pour eux-mêmes pour vous donner crédit et vous entendre leur mentir. Jusqu'à ce point. Branham dit qu'il est allé à la chasse après le retour de son voyage de Houston. Ok. Maintenant, les dernières citations de Branham qu'on vient de lire ici viennent prouver que Branham est allé chasser après le retour de son voyage de Houston. En effet, c'est le dimanche 3 mars 1963, comme cela nous a été dit un peu plus haut, que Branham et son fils Billy Paul ont roulé jusqu'à Houston, Texas. Et le lundi 4 mars 1963, Branham fit son intervention à la cour. Le lundi 4 mars 1963, le matin, Branham fait son intervention à la cour et le soir du même jour, il prêche un sermon intitulé « Un absolu » dans le City Auditorium et repartit chez lui immédiatement après le service. Voici ce que va dire Branham à l'introduction de ce sermon de Houston et la date. Nous avons la prédication « Un absolu » prêché le lundi 4 mars 1963, soir à Houston au Texas. Paragraphe 1er, il est dit « Merci frère Hutchinson. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir, à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs. Et l'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me le pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ce père et de ses enfants et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver la vie. Donc, vous voyez bien ici, la citation encore là, en considérant le rapport des faits, nous nous rendons très vite compte que William Branham n'était pas à la chasse en date du 28 février 1963, date à laquelle fut photographié le nuage publié dans le magazine Life du 17 mai 63. Alors, Branham ici est à Houston et il précise dans cette déclaration qu'il avait déjà fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit. Quel est cet autre endroit? C'était d'aller chasser à l'ouverture de la saison de chasse. Mais lorsqu'il reçoit le télégramme, il a été obligé de modifier son calendrier pour aller d'abord à Houston parce qu'il a dit que s'il ne faisait pas tout ce qu'il pouvait, il ne pouvait plus aller chasser. Maintenant ici, la prédication prêchée à Houston, un absolu, vous pouvez entrer dans le site de Voice of God Recording, vous allez voir la date, c'est le 4 mars 1963. Donc Branham prêche cette prédication un absolu le 4 mars 1963 avant de se rendre à la partie des chasses. Donc pendant que William Branham est en train de prêcher cette prédication, le nuage est déjà photographié. Alors remarquez, ceux qui soutiennent que les gardes-chasse confirment que Branham était bien à la montagne ne savent pas que ces témoins qui rendent ce genre de témoignages sont des témoins qui ont été corrompus. Oui, vous allez dire non, mais c'est des témoins corrompus. Corrompus pourquoi? Ils sont corrompus et ils sont obligés de mentir pour conforter leur position. Obligés de mentir pour conforter leur position. Parce qu'il y a du business. D'abord, c'est des gens qui sont là parce que ils ont besoin que les gens aillent là-bas. Ils ont besoin de rendre des témoignages. Puisque c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez à ce qu'il vous affirme que William Branham était à la date, le 28 février, était à la chasse. Mais pourtant, la chasse n'était pas encore ouverte. Donc, William Branham, vous êtes en train de nous dire que William Branham chassait hors saison de la chasse. Donc, il chassait au moment où la loi de cet État ne permettait pas d'abord qu'on puisse chasser. Donc, c'était un contrebandier. Mais je crois que ce n'était pas le cas. Et vous le savez très bien que ce n'était pas le cas. Parce que William Branham lui-même nous dit qu'il est allé chasser après le retour de son voyage de Houston. Or, Branham n'est pas allé à Houston en fin février pour ensuite aller à la chasse le 28 février pour se trouver là-bas. Pour que Branham puisse passer son expérience d'ange le 28 février,
il faudrait que Branham puisse arriver à la chasse au plus tard le 28, le 26 février 63. Or, à cette date-là, la chasse était encore fermée. La partie de chasse était fermée. Deuxième élément, Branham doit se rendre à Houston avant de se rendre à sa partie de chasse. Alors, quelqu'un doit effectivement, dans cette situation qui est fâcheuse, quelqu'un doit mentir pour protéger le mensonge de Branham. Et c'est ce que vous, pasteur Dioka, vous êtes en train de faire avec les autres. Vous faites tout un effort de mentir. Vous savez, on ne peut jamais cacher le mensonge par la vérité. Le mensonge ne se cache que, n'a qu'une seule couverture. Lorsqu'on veut cacher le mensonge, c'est de le recouvrir par un autre mensonge. Et tant que le mensonge est couvert par un autre mensonge, la Bible est claire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que spirituellement devant Dieu, vous ne pouvez pas prospérer parce que vous êtes en train de cacher un mensonge. Et pour cacher un mensonge, vous êtes dans l'obligation de mentir pour soutenir le mensonge. Parce que le seul pilier du mensonge, c'est le mensonge. Jamais la vérité ne peut soutenir le mensonge. La vérité va débouter les mensonges, va disperser les mensonges, va disloquer le mensonge. Alors, donc, vous êtes obligé de mentir pour protéger le mensonge de Branham. Alors, une autre personne on pouvait entendre certains d'entre les prédicateurs qui pouvaient dire que Branham était venu le 28 février. Au fait, les anges étaient venus le 28 février, mais ils attendaient William Branham. Et comme Dieu aussi était descendu sur la montagne de Sinaï et attendait Moïse durant une semaine sur la montagne. Et ça aussi, c'est l'une des tournures. Et là, dans cette tournée-là, nous avons Zakola, nous avons bien d'autres. Hein, je ne sais pas si Nathan Epengue aussi est dedans. Et bien d'autres qui sont dans cette symphonie-là. Vous comprenez déjà ici que même si vous faites un effort de vouloir soutenir le mensonge de Branham, Branham lui-même refuse que vous le souteniez dans son mensonge. Au fait, il refuse parce qu'il va rejeter tout à l'heure tout ce que vous avez comme calcul pour vouloir lui faire attribuer, pour faire tout ce que vous pouvez pour protéger son mensonge. Vous voyez? Quand on lit Exode 24, verset 16, la Bible dit « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. » Or, seulement, Branham ne dit nulle part que les anges l'attendaient. Premièrement, Branham n'a jamais affirmé quelque part que les anges l'attendaient, mais il affirme plutôt que ces derniers sont venus de l'éternité et sont arrivés jusqu'à lui sans escale. C'est ce que dit Branham. Et en plus, entre le 28 février et le 8 mars, il y a bien plus de 7 jours. Entre le 28 février et le 8 mars, il y a bien plus de 7 jours. Dans le cas de Moïse, la nuée est restée sur la montagne pendant 6 jours et le 7e jour, Jéhovah Elohim appela Moïse à l'intérieur de la nuée. Donc, allez prendre ce passage-là pour venir tenter de régler un problème. Parce que, vous savez, le problème avec Zakola et les autres, c'est quoi? En dehors de pasteur Dioka qui essaie un peu de balayer ça du revers de la main et de taxer les autres comme des gens qui n'ont pas compris, mais les autres, au moins, font un effort, ils ont compris qu'il y a un problème. Et comme il y a un problème, on doit les régler. Zakola est conscient, tout comme était le fait Baruti Kasongo, qui était conscient quand il nous a suivis, il a compris. Il avait compris la première manche, comme quoi Branham n'était pas à la chasse le 28 février. Mais restait maintenant pour le pasteur Baruti Kasongo de démontrer à l'Assemblée Regini, Baruti Tabernacle, que William Branham a menti. Puisque Branham dit qu'il était là. Mais pourtant, les faits et le reste des propos de Branham témoignent en défaveur de cette déclaration, comme quoi il était présent à la montagne. Vous voyez? Alors, il aurait pu prendre le courage, mais c'est ce qu'il a manqué, pour des raisons que vous connaissez déjà. Les mêmes raisons qui font que le pasteur Dioka que vous êtes, vous tentez à tout prix de vouloir légitimer les mensonges de William Branham à propos. Mais évoluons. Alors donc, Branham dit que cette brune s'était formée quand les anges retournaient au ciel après lui avoir donné son message. C'est ce que Branham dit. Il ne dit pas que cette brume a été photographiée pendant que les anges sont descendus. Parce que pour que le mensonge du pasteur Zakola puisse tenir, il faudra que la photographie du 28 février soit faite au moment de la descente
des anges. OK. Là, ça devait au moins... Vous savez, donc pendant qu'ils descendent, on leur fait la photographie. Ils sont restés sur la montagne en train d'attendre Branham pendant 7 jours. Et ensuite, le 7e jour, quand Branham vient à la chasse, on appelle Branham dans la nuit. Là, ça devait cadrer. Ça devait, au fait, ça devait être autre chose. Mais seulement, Branham dit que cette brume s'était formée quand les anges retournaient au ciel après lui avoir donné son message. Or, les anges sont retournés au ciel quand, selon Branham. Vous voyez déjà, vous voyez, c'est très dangereux. Vous savez, au fait, moi, je ne sais pas comment, par quelle vertu vous avez. Si c'est un nouveau don de l'esprit qui doit être ajouté parmi les 9, c'est-à-dire celui de dire un mensonge et d'être conscient que vous êtes en train de mentir et d'être aussi conscient que les gens que vous trompez savent que vous leur mentez. Oui, mais comme il y a de l'orgueil dans cette affaire, l'orgueil comme selon laquelle on avait cru, on a tapé la poitrine que le message est la vérité, c'est l'absolu, c'est un message qui vient nous préparer à l'enlèvement, nous allons au ciel et on a tellement vanté le message que maintenant là, on se pose une question, mais si je quitte le message, j'irai où? Première question. Deuxième question, si je quitte le message, que diront tous ceux vers qui j'ai lancé tous les défis et que j'ai juré que le message était la vérité? Comment est-ce que je peux faire volte-face pour leur dire aujourd'hui que le message que j'avais cru être vrai ne l'était réellement pas? Donc, devant ces deux éléments-là, il y en a beaucoup qui sont restés là, qui se sont dit, mais écoutez, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais Dieu regarde seulement le cœur, je vais faire comment? Vous voyez, donc, les gens sont conscients, comme même vous les trompez là, ils savent que vous êtes en train de mentir. Ils savent. Et vous mentez pourquoi? Pour soutenir le mensonge de Branham. Ils savent. Et comme certains d'entre vous, qui avaient encore des brochures et des photographies sur le mur, mais qui font tout un effort. C'est-à-dire, vous gardez les gens dans la forme. Ils sont dans le message, dans la forme. Mais dans le fond, vous êtes conscient qu'il n'y a pas la vérité à prêcher dans le message. Sauf se lancer des punchs, des pics entre vous, les pasteurs du message. Nous vous suivons, hein? Vous vous lancez, vous passez sur les réseaux, celui-ci lance le de sa chair, l'autre répond à l'autre et ça vous amuse maintenant comme ça. Voilà, il n'y a que ça que vous avez. Maintenant, écoutez, lorsqu'on évolue avec Branham, on comprend que Branham est allé à la chasse après le retour de son voyage de Houston. Maintenant, du 17 mars 1963 au 24 mars 1963, c'était l'ouverture des sceaux. Donc, la prédication des 7 sceaux. Vous le savez. Donc, du 17 mars 63 jusqu'au 24 mars 63, William Branham prêche une série de prédications sur l'Apocalypse chapitre 5 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 6 et l'Apocalypse chapitre 8, tout en sautant le chapitre 7. Et il va intituler cela la révélation des 7 sceaux. Et lorsque Branham prêche les 7 sceaux, Branham n'a jamais fait allusion non plus à un nuage ni à 7 anges qu'il aurait littéralement rencontrés sur la montagne, si ce n'est qu'il a entendu un coup de tonnerre et une voix qui lui disait « Il est temps de retourner à Jeffersonville afin d'ouvrir le sceau ». Vous savez, quand on parle de cette question, j'ai trouvé même un apprenti prédicateur du message qui m'avait écrit une fois pour dire « Mais écoutez, vous avez dit que Branham, dans la série des sceaux, n'a pas parlé de la nuée. » Et il va m'envoyer une déclaration de Branham dans le 7e sceau où Branham parle de la constellation d'anges. Il dit, voilà, ça c'est pas la nuée, c'est pas la nuée. J'ai dit, mais vous devez apprendre à lire. Il faut apprendre à lire. Quand Branham parle dans le livre de Sceaux, il parle de la constellation. Il parle de la constellation des anges. Branham ne fait pas mention du nuage, de cette brume qui s'est élevée, qu'il a rencontré, qui s'est élevé. Branham n'a jamais fait allusion à un nuage, ni même à cet ange qu'il aurait littéralement rencontré sur la montagne. Branham parle de la vision. La vision. Mais Branham ne dit pas qu'il a rencontré littéralement 7 anges sur la montagne. Le défi est lancé. Vous voyez, qu'il les a rencontrés et que, à la suite de cette rencontre, les anges l'ont soulevé dans les airs et que après, ils l'ont peut-être déposé ou comment. Après, les anges l'ont dit, va prêcher les sceaux. Vous confondez quand Branham raconte une vision et quand Branham rapporte un élément accompli. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà un point que vous devez souligner. Vous devez souligner. On va lire Branham. On va lire alors Branham dans la prédication du 7e sceau. Qu'est-ce que Branham dit? Quand a eu lieu l'événement qui fait mention
qui a été photographié. Et quand a eu lieu la prétendue expérience de William Branham avec la constellation ou l'accomplissement ou encore sa commission de retour à Jeffersonville pour ouvrir les prétendus 7 sceaux. Dans le 7e sceau prêché le 24 mars 63, paragraphe 269, Branham dit, il y a 3 témoins. Des 3 témoins assis ici, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, jusqu'au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. Remarquez déjà ici que Branham prêche le 24 mars 63. Et lorsque Branham dit qu'il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, avant le 24 mars, ne peut quand même pas être le 28 février. Ça, c'est déjà ce que vous devez savoir. Ça peut quand même pas être le 28 février. Donc, une semaine ou un peu plus d'une semaine, ça peut pas être le 28 février, alors qu'on est le 24 mars. Voyez-vous? Donc, cette déclaration de Branham place déjà sa rencontre avec les prétendus 7 anges et sa partie de chasse avant le 10 mars, soit une semaine après la photographie du nuage. Donc, l'expérience de Branham doit être placée au minimum, à une semaine au-delà après la photographie du nuage. Alors, Branham va s'enfermer alors par la suite dans son bureau. Il va s'enfermer dans son bureau après le retour de sa partie de chasse. Il s'enferme dans son bureau en lisant copieusement les bouquins de Clarence Larkin avant de sortir pour dire à l'auditoire qu'un ange venait chaque fois à midi pour lui révéler le contenu de chaque sceau. Alors que nous savons que, mot à mot, point au point et à la virgule, William Branham a plagié Clarence Larkin. Et le défi a été lancé et personne ne peut relever, ne peut dire le contraire. Pasteur Dioka, vous en êtes conscient et les autres pasteurs aussi du message, vous êtes conscients. Mais seulement, chers croyants, le pasteur vous trompe. Ils vous disent que Branham n'a pas fait le plagiat de Clarence Larkin, mais Branham a corrigé Clarence Larkin parce que Clarence Larkin aurait dit que le cavalier sur le cheval blanc, c'était dans le premier sceau, c'était le Saint-Esprit et c'est Branham qui est venu pour corriger, pour dire que c'était l'Antichrist. C'est faux, faux, faux. Ça, c'est un gros mensonge. Quand un pasteur vous dit ça, mon frère, prenez la brochure, lisez avec ce pasteur. Lisez avec ce pasteur. Prenez le document de Clarence Larkin. Écrivez-moi. Je vous enverrai le PDF de ce document de Clarence Larkin. Et je vous enverrai même les textes comparés sur le plagiat. Parce qu'on n'a pas le temps dans ce numéro de vous les exposer. Vous allez voir que ces pasteurs-là se moquent de vous. Éperdument de vous. Au fait, ils ne sont pas ignorants. Ils sont conscients. Mais ils se moquent de vous. Branham n'a jamais corrigé Clarence Larkin, mais Branham a corrigé la première vision qu'il avait eue chez le docteur Smith. Voilà, des Adventistes du 7e jour. Il a pris la première vision chez Joseph Smith, et ensuite cette première vision disait que le cavalier sur le cheval blanc, au premier saut, c'était le Saint-Esprit qui tirait des flèches d'amour, comme un peu Cupidon, dans le cœur des croyants, au 1er siècle. Et lorsque Branham a trouvé que Clarence Larkin avait un point de vue qui, à son avis, était meilleur à celui de l'autre, il a inventé son histoire de rencontre avec les anges pour ensuite prendre les travaux de Clarence Larkin et les présenter. Au fait, avec les travaux de Clarence Larkin, Branham a corrigé ce qu'il avait déjà pris chez Joseph Smith des Adventistes du 7e jour. Vous voyez? Donc, Branham n'a apporté aucune révélation. Il n'a fait que faire du plagiat. Donc, il est rentré bonnement dans son bureau, il a commencé à lire tranquillement les bouquins de Clarence Larkin et à recopier les grandes lignes des choses aussi qu'il avait aussi mal rendues, parce que vous allez voir que comme un Clarence Larkin explique les sceaux et que Branham explique les mêmes sceaux qu'il a plagiés, Branham le rend même très mal, il est très embrouillé parce que quelque part, il va même mélanger certaines déclarations de Charles Taze Russell avec ceux de Clarence Larkin et du coup 70 semaines de Daniel ça le perturbe, il ne sait plus s'il reste une semaine ou bien il reste 3 heures et demie, il est embrouillé, ici il dit ça, de l'autre côté il dit ça, parce qu'il n'avait pas une seule source d'inspiration. Et ces sources d'inspiration, ce n'était pas Dieu qui venait lui révéler sa pensée ou sa parole, mais c'était les travaux des théologiens, les gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Là n'est pas notre sujet, nous sommes sur le nuage. Alors, pendant qu'on évolue ici, on aimant l'accomplissement littéral de la vision de Branham, de 5 ou de 7 anges, qui seraient venus le rencontrer lors de sa partie de chasse, n'a jamais eu lieu. L'accomplissement de cette vision-là n'a jamais eu lieu. Donc, on vous lit la vision de Monsieur S. le signe de la fin, de l'opprobre à cause de la parole, 5 ou 7 anges,
Et ensuite, Branham vous rapporte, vous répète cette prétendue vision que j'étais en train de, pendant que je serais en train d'enlever un grattéron, il en parle quand il parle des sceaux. Mais jamais Branham n'est venu vous dire clair sur, noir sur blanc, pendant le déroulé de la prédication des sceaux, que je suis revenu parce que la vision que j'avais reçue le 22 décembre, ou quelle date, 62, venait de s'accomplir. J'ai rencontré littéralement les 7 anges qui sont venus de l'éternité et à leur retour, ils ont formé une nuée, une brune qui s'est élevée dans les airs. Branham ne l'a pas fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette vision n'a jamais eu lieu. Au fait, ne s'est jamais réalisée. Alors, Branham n'a jamais évoqué, lors de sa prédication sur le sceau, les retours des anges qui montent au ciel formant un cercle de lumière et que ce cercle-là monta devant eux. Branham n'en a jamais fait mention. Donc, alors, Branham n'a jamais non plus vu les 7 anges former un nuage et il ne savait absolument rien au sujet de ce nuage avant de recevoir la coupure de journal qui lui rapporte le magazine Life du 17 mai 1963 qui porte cette mention au-dessus de cette photographie. Nous lisons la mention qui est du magazine Life du 17 mai 63 qui dit ce qui suit tel que c'était publié dans l'article. Il a dit « Suspendu, comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Des observateurs, frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage, prirent des photographies à partir des localités différentes dans l'État. Dr. James McDonald, un météorologue de l'Institut de physique atmosphérique de Tucson, recueillit les photographies. Il les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques et fit d'étonnantes découvertes suivantes. Le nuage reposait à une altitude de 26 miles, soit 42 km, et mesurait plus de 30 miles, 48 km, de large, bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne devait être. Le nuage était trop gros, trop haut pour avoir été fait par un avion et jusqu'à cette date, toujours selon le docteur McDonald, il n'y a aucune fusée, il n'y eut aucune fusée, missile, porteur ou bombe testée dans les environs ce jour-là. Il invite tous ceux ayant à leur possession de lui prêter afin de lui fournir de nouveaux indices quant à ces fameux nuages de 26 miles de haut. Il est à noter qu'à cette altitude, il ne se forme aucune condensation pouvant former un nuage. Life Magazine, 17 mai 1963. Mais non, après que Branham ait lu ce texte, et Branham ait vu cette photographie, quelle est la première version? Quel est le premier commentaire de William Branham après avoir lu? Il va nous être dit comme ceci. D'abord, son premier commentaire au sujet de ce nuage, Branham va lui rendre la prédication au Seigneur encore une fois, prêché le 26 juin 1963. Vous voyez, là nous sommes le 26 juin 1963, soit 4 mois après la photographie. Donc, durant tous les 4 mois après la photographie, Branham n'en a jamais parlé. Même dans la prédication des sceaux, l'enseignement des sceaux, Branham ne parle pas de ce nuage. Mais non, lorsque William Branham vient ici, il va alors s'exprimer. Donc, on note d'abord ensemble avec vous pendant qu'on évolue que William Branham était à Tucson lorsque le nuage est apparu, ce qui sous-entend qu'il n'a jamais indiqué qu'il avait vu le nuage depuis Tucson. Ça, c'est un élément important. Branham n'a jamais indiqué que c'est depuis Tucson qu'il a vu le nuage qui est photographié à Flagstaff en Arizona. William Branham, que ce soit William Branham ni ses 2 compagnons, n'ont pas vu le nuage alors qu'ils chassaient à Rattlesnake Mesa au mois de mars 1963. Alors, il semble qu'ils aient entendu quelque chose qui ressemblait à un bang sonique pendant qu'ils étaient en train de chasser. Et le témoignage de Jenny Norman semble corroborer que ce qu'ils ont entendu était en fait un bang supersonique provenant d'un avion militaire. William Branham n'était absolument pas au courant du nuage, jusqu'à ce qu'on lui montre la photographie du magazine Life du 17 mai 1963. Ce n'est qu'après la publication du Life Magazine du 17 mai 1963
et qui rapporte ces phénomènes incompréhensibles aux hommes de la science. Jusqu'à ce jour-là, que Branham va alors garder cette photographie avec lui. Et quand Branham garde cette photographie avec lui, c'est effectivement lorsque Branham prend la connaissance de ce nuage photographié que Branham va commencer à modifier les récits de sa partie de chasse en y introduisant cette fois-ci le nuage dans son récit, ainsi que les anges, sans même prendre la peine de vérifier la date à laquelle la photographie a été faite. C'est là que tous les problèmes de Branham commencent. Étant en quête de confirmation, comme lui-même il est dit, de vindication, Branham voit le nuage, Branham s'accapare du nuage, et Branham est obligé de modifier cette fois-ci les récits de sa partie de chasse et d'insérer alors ce nuage-là dans le récit de sa partie de chasse. Ce qui fait que Branham va alors commencer à s'aimer la discorde. Vous voyez, jusqu'ici, il ne devait pas avoir de problème. Mais c'est bon, quand on lui présente le nuage de la publication de Life Magazine, Branham change alors le récit de sa partie de chasse, il insère un nuage et il insère des anges qui l'ont rencontré physiquement. Voilà. Donc, vous n'allez pas voir William Branham insérer le nuage dans sa partie de chasse avant d'avoir reçu la coupure de journal du 17 mai 1963. Et qu'est-ce que Branham dit pour la première fois? Le tout premier commentaire que Branham rend au sujet de cette photographie. C'est très éloquent. Branham va dire, viens et suis-moi, prêchez le 13, prêchez plutôt le 1er juin 1963, paragraphe 13 à 14. Branham dit, quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision, dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson, lorsqu'une déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman et le père de Norman ici m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Paragraphe 14. Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé, c'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff, ou bien c'est juste là où nous nous trouvions, voyez-vous, très exactement. Voilà la déclaration. Donc, sur base de cette déclaration, le pasteur Dioka vous permettez de dire, Branham était là. Branham a dit qu'il était là. Branham a dit qu'il était là. Oui, il a dit qu'il était là. Mais est-ce que vous avez vérifié vous-même si réellement il était là? Regardez bien cette citation. C'est la première fois que Branham en parle. Branham dit que c'est le père de frère Norman qui lui a fait remarquer. Voilà. Il dit lorsque ils étaient là-bas, il dit frère Fred est là, et lorsque ça a retenti, on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel, et je n'y pensais pas beaucoup, je ne l'avais jamais remarqué. Donc Branham ne pensait pas à cette photo, Branham ne l'avait jamais remarqué. Et depuis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norman ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Donc c'est le père de Norman qui fait remarquer à William Branham quelque chose sur ce nuage-là. Et Branham dit, et aussitôt que j'ai regardé. Voilà, donc ce nouveau regard-là vient à la suite de ce que le père de frère Norman lui a signifié. Il dit, ah, regarde un peu, c'est un peu blanc comme les ailes d'ange. Hein? Au fait, pour le père de frère Norman, ça, voilà. Donc, il a vu l'image, comme vous voyez l'image qui est là. Voilà, l'image est là. Et lorsque le père regarde, il fait remarquer, il dit, avez-vous remarqué ceci? Et qu'est-ce que Branham répond? Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges.
tout aussi visible que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions. Très exactement. Alors, 1 ou 2 jours avant ou après que Jésus était sur la montagne. Donc, la première version de William Branham ici est l'unique vérité dans cette affaire. La première version est l'unique vérité dans cette affaire. Et Branham affirme bien n'avoir pas été témoin de la formation de ce nuage. Parce qu'il dit que cela s'est passé, cela s'est produit 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Donc, ce n'est pas pendant que Jésus était là. Ça, c'est la première version de William Branham. Là, il n'avait pas encore trop bien réfléchi sur la manière d'insérer ce nuage-là à ses récits, à son mensonge. Vous voyez? Donc, le nuage a été, il dit, quand j'ai regardé pour voir à quel moment cela a été fait, la photographie a été faite, je me suis rendu compte que cela a été fait 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Branham ne dit pas que cela s'est fait pendant que ils étaient là. Vous voyez? Alors, donc, ça, c'est déjà un élément important. Important. Alors, c'est 2 ans plus tard que Branham va alors construire le scénario de la formation de ce nuage. Qu'est-ce que Branham va alors dire? Quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 138 jusqu'au paragraphe 141. Lisons maintenant Branham qui va commencer à insérer la formation de ce nuage dans son récit. Branham dit, « J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres. Un peu plus tard, et il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison. Car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. 141. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brune qui s'est formée. C'est alors que c'est monté très haut dans les montagnes. C'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire un cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles et mesurait 25 miles de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Remarquez déjà ici, Branham vient d'insérer les détails de la formation de ce nuage pour la première fois. Nous sommes là 2 ans plus tard, après la publication de ce nuage. Des détails qu'il n'a jamais, qu'il aurait pu nous apporter pendant qu'il prêchait sur les sceaux, mais il ne l'a jamais fait. Mais nous sommes en 1965. Après nous avoir dit que cela s'est produit 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après qu'ils étaient là, Branham vient alors nous dire qu'il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée. C'est alors que c'est monté très haut dans les montagnes. Cela s'est mis alors à décrire un cercle et en se dirigeant vers l'ouest d'où c'était venu, la science l'a retrouvé un peu plus tard. Dans la prédication, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêcher le 27 novembre 1965, paragraphe 70 et le paragraphe 75 ainsi que le paragraphe 77. Branham dit, toute la terre a tremblé partout, des rochers gros comme ça dévalaient la pente, la poussière s'élevait comme ça et j'ai regardé et voilà que 7 anges s'éteignaient devant moi, exactement tel que c'était. Je sentais comme si je me trouvais au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais ce chapeau noir, je ressemblais de toute façon à un sanglier. Et vous savez, ils sont sombres. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus, comme
à bout portant. Et puis, ce que c'était, eh bien, dès que j'ai reçu ma commission et le passage biblique, les 7 sceaux qui sont les 7 mystères. Vous voyez, 75. Là, j'ai observé cela jusqu'à ce que ce cercle est monté, s'est mis à tournoyer et s'est transformé en une sorte de lumière mystique comme de la brume. Exactement comme combien on vit la photo qui en a été prise à Houston? Presque tous, voyez-vous. Eh bien, exactement comme c'était. Ça s'est transformé en la même chose. Ça a continué à s'élever de plus en plus. 77. Pendant que cela s'élevait, je ne savais pas que les observatoires et tout, jusqu'au Mexique, photographiaient cela. Le magazine Life en a publié la photo prise pendant que cela s'élevait. Et beaucoup d'entre vous, voilà le magazine Life avec la photo de cela. Voici une chose mystérieuse dont les gens disent qu'ils ne savent pas d'où c'est venu. Elle est trop haut. Alors, regardez bien ici, paragraphe 77. Lorsque Branham raconte ces histoires, Pasteur Zakola, toi qui as dit que les nuages étaient photographiés avant, mais ici Branham dit que le magazine Life a publié la photo prise pendant que cela s'élevait. Pas pendant que cela venait, mais pendant que cela s'élevait, après avoir quitté William Branham lors de sa partie de chasse. Vous savez qu'il ment. Mais Branham n'était pourtant pas là quand le nuage a été photographié. Branham n'était pas là. Et ce nuage n'est jamais descendu au-dessus des 42 km afin de rencontrer Branham, non plus. Ensuite, les 7 anges l'ont rencontré à l'endroit où il assume qu'ils ont formé un nuage avant de le quitter. 7 anges formaient un nuage de 52 km de large avec leurs ailes. On a tout à entendre dans ce monde et surtout dans le message de William Branham. En tout cas, vous avez des anges 7 anges qui forment un nuage de 52 km de large. Non, mais non. Non. Alors, bon nombre de gens ne se sont jamais interrogés au sujet de la rencontre de Branham et les anges, ainsi que la photographie du nuage. Vous voyez, or selon Branham, la nuée a été photographiée au retour des anges, alors qu'aucune photo n'a été prise quand cela eut lieu. Hein, quand Branham chassait en Mars, aucune photographie n'a été prise. Aucune. Donc, ceux qui croient Branham au ciel du nuage, pour fabriquer les doctrines telles que la seconde venue a déjà eu lieu, au fait, sont des gens qui sont juste séduits. Ils sont séduits, ils sont des séducteurs. C'est des séducteurs séduits. Des satanistes satanisés par le mensonge de Branham. Branham a menti à des milliers de gens dans cette affaire. Et vous vous rendez bien compte, qu'il a menti. Vous savez, quand je ris, je souris un peu, c'est pas pour me moquer de vous. Au fait, c'est un rire, qui témoigne de combien je suis étonné de voir que des gens conscients comme vous, qui me suivez maintenant, des gens qui savent lire, à qui on dit des mensonges, juste parce qu'on en veut à votre poche. C'est juste ça. Oui, il n'y a pas de salut dans les mensonges. Le salut a toujours fait partie de la vérité. Dieu est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de l'amen. En vérité, je vous l'ai dit, il n'est pas le Dieu du mensonge. Et quand le mensonge saute aux yeux, un mensonge qui est caché, c'est autre chose. Mais un mensonge dévoilé, révélé, pourquoi y rester accroché? Sous quel prix? Pourquoi? Alors, remarquez, l'autre question qu'on doit se poser, où est-ce que Branham était-il en train de chasser? C'est aussi important. Branham chasse déjà le 6 mars. La nuée est photographiée, le nuage est photographié le 28 février, au-dessus de Flagstaff en Arizona. Est-ce que Branham était-il à Flagstaff en Arizona? C'est la question. Où chassait-il réellement? Dans la prédication Debout dans la brèche, prêchée le 23 juin 1963, le paragraphe 79, Branham dit: des semaines et même des mois avant que cela n'arrive, j'ai eu une vision qui me montra que j'étais à Tucson, ou plutôt au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff, que j'étais en train d'enlever des graines accrochées à mon pantalon et que tout à coup, il s'éleva une bourrasque qui me semblait réellement assez puissante
pour secouer toute la région. Combien se souvient de cela? C'était une bourrasque qui secouerait tout le pays. 86. J'avais prié à ce sujet, me demandant ce qui allait arriver. Et vous voyez où j'étais quand cela arriva, au nord de Texan, à l'est de Flagstaff, à l'endroit où même, à l'endroit exact où des mois avant que cela n'arrive, je vous avais dit que je serais. Et ce journal concorde exactement avec notre témoignage. Il donne l'endroit exact. Dieu est parfait et ne peut mentir. Et ce qu'il a dit arrivera. Donc Branham ici confirme que le journal a donné avec précision l'endroit où lui, Branham et ses amis étaient en train de chasser. Donc où? Au nord-est de Tucson, à l'est de Flagstaff. Branham était-il à Flagstaff ou à Tucson lors de la partie de chasse? Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Prêchez le 27 novembre 65, paragraphe 67. Branham dit, j'ai regardé ma jambe de pantalon, il y avait là ce gratteron et je me suis dit, tu sais, c'est bizarre, tu sais, l'ange du Seigneur m'a dit que je serais à une 60aine de kilomètres au nord-est de Tucson, que j'enlèverais un gratteron de ma jambe. Vous vous rappelez que je l'avais vu? Oui, vous voyez. Et je me suis dit, c'est bizarre, je le tenais. Et de la prédication, c'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 65, paragraphe 10. Branham ajoute, la science a photographié cela sur tout le parcours depuis le Mexique, alors qu'elle se déployait depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrais, à environ 40 miles au nord-est de Tucson. Et cela s'éleva dans les airs. Et le magazine Life en a publié des photos disant qu'il s'agissait de quelque chose de mystérieux, loin dans les sphères célestes, là où il ne se peut y avoir ni humidité, ni aucune évaporation. Elle était haute de 30 miles et large de 27 miles. Elle est montée directement de l'endroit où s'étaient tenus ces anges. Donc ici, la nuée est montée directement de l'endroit où s'étaient tenus ces anges. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 137. Branham ajoute, je m'assis jambes croisées comme le font les Indiens, vous savez, je regardais sur la jambe de mon survêtement et il y avait un bullheader, je l'enlevais et j'ai dit, c'est étrange, mais voici à environ 40 miles au nord-est de Tucson. Paragraphe 146. Gino Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil, le message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie est accompli. Et il y aura la lumière au temps du soir sur le Sunset Mountain, dans la forêt Coronado, à 40 miles au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez sur le Sunset Peak, donc le pic du soleil couchant, ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Donc, selon William Branham, la carte de Sunset Peak Mountain, pourtant, selon la carte, comme Branham dit que cela est arrivé exactement là où ils étaient, il dit que c'est exactement là où ils étaient en train de chasser que c'est arrivé, et Branham dit que c'est à 64 km au nord de Tucson, le Sunset Peak, c'est là que la photographie a été faite, mais selon la carte évoquée par William Branham, Sunset Peak Mountain est à 320 km de Flagstaff. 320 km de Flagstaff. La distance Tucson-Flagstaff, la distance de Tucson et de Flagstaff est de 418 km par la route, y compris 409 km sur l'autoroute. Donc la route prend environ 3 heures ou 3 heures et 44 minutes. Et la distance entre le Prescott et le Flagstaff, est de 154 km par la route, y compris 100 km sur l'autoroute. La route prend environ 1 heure et 31 minutes. Alors, pourquoi William Branham a-t-il déclaré que le nuage est directement
photographié au-dessus de lui, alors qu'il est apparu 8 jours, c'est-à-dire plus tôt que les jours de sa partie de chasse, et en même temps à 320 km de distance du lieu où William Branham serait en train de chasser une semaine plus tard. Mes chers frères, si vous avez un enfant qui se plaisait à tordre la vérité, comment l'appellerez-vous? Comment est-ce que vous allez appeler un enfant qui se plaisait à tordre la vérité? Alors, pour ceux qui disent que le nuage n'a pas été photographié le même jour que Branham a rencontré ses anges, parce qu'il y a certains qui disent non, Branham n'a pas dit que c'est le même jour, et ils font des débats là-dessus pour chercher à faire perdre le temps à ceux qui veulent voir la porte de sortie pour quitter ce message de mensonge. Dans Debout dans la brèche, Branham est clair. Debout dans la brèche, peut-être le 23 juin 63, paragraphe 82, Branham dit: combien ont vu ce mystérieux nuage dans le ciel? Voyez toutes ces mains levées. Le Life Magazine l'a publié. J'ai l'article avec moi ce matin. Vous voyez, c'est la même chose que ce que j'ai vu là-bas. Vous voyez, ces nuages en forme de pyramide, j'étais juste en dessous. Voilà. Dieu a raison de dire qu'il était, Branham dit que j'étais là. Donc Branham dit que j'étais juste en dessous. Oh là là, quel mensonge. Et dans Enseignant encore une fois, prêché le 28 juin 63, paragraphe 41, Branham dit: écoutez ce qui en a été dit, ce qui en a été dit 6 mois avant que cela n'arrive. Et la science est perplexe. Je me trouvais juste en dessous de l'endroit où cela se passait. Et j'ai dit aux gens, 6 mois avant que ces 7 anges sous la forme d'une constellation, ressemblant à une pyramide, descendraient. Et que moi, je serais au nord de Tucson, en Arizona, et qu'il y aurait un grondement qui détacherait même les rochers des montagnes. Frère Fred Sotman, qui est assis là, était avec nous. Beaucoup d'entre eux, quand cela est arrivé. 42. Eh bien, la science en a pris la photo. Vous l'avez vu, cela apparut dans le presse associé. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Une nuée est suspendue à une altitude de 26 miles. C'est à 15 ou à 25 miles, au-delà même de l'altitude où il y a la vapeur. Ils n'en savent rien et ils essaient de faire des recherches là-dessus. Et c'est là que je me tenais juste en dessous de cela. De la prédication de témoignage prêchée le 28 novembre 63, paragraphe 31, Branham me dit: on dirait le 17 mars, le numéro du magazine Life de mars, vous avez vu ce cercle de lumière dans le ciel, 30 miles de hauteur, 27 miles de largeur. Il n'y en a, il n'y a de l'humidité qu'à environ 9 miles et de hauteur. Et on n'arrive même pas à comprendre ce que c'était. Paragraphe 32. On se tenait juste en dessous de cela. Il y a un homme assis ici présentement qui se tenait là, à mes côtés, lorsque 7 anges sont venus d'auprès de Dieu. Ils se sont tous tenus là, même visiblement, et ils m'ont parlé du temps de la fin et de ses révélations et de ces choses sur le livre de l'Apocalypse. Les 7 sceaux, et ils ont dit: rentre chez toi, et ils apporteront le message l'un après l'autre. Cela, c'est vrai. Et cela est remonté directement, et ça a commencé à devenir blanc en montant sans cesse. Et une déflagration a secoué les montagnes au point que ces pierres de la taille d'un seau se sont détachées des montagnes. Ici, devant cette citation, un nouveau mensonge qui vient d'éclater. Si vous êtes attentif depuis le début, vous allez voir que William Branham, un peu plus haut, nous avait dit qu'il avait rencontré des anges pendant qu'il était seul. Et que, les anges l'ont quitté, il est allé alors rejoindre les 2 autres frères. Mais ici, dans cette déclaration, Branham dit que il y a un homme assis ici présentement qui se tenait là à mes côtés lorsque 7 anges sont venus d'auprès de Dieu. Cet homme, maintenant là, il y a un homme qui se tenait à ses côtés. Alors que de l'autre côté, il était tout seul, il a rencontré 7 anges. Ensuite, après que les anges l'ont quitté,
il est allé voir les deux frères. Donc, les deux frères n'avaient jamais vu les 7 anges visiblement. Mais dans cette citation-ci, maintenant, il y a l'un d'entre eux qui se tenait à ses côtés. Ça veut dire qu'il y avait physiquement les 7 anges. Mensonge. Persévérant, prêché le 2 août 63. Paragraphe 27. Branham dit, et vous savez, je ne savais pas cela en ce moment-là, mais des appareils photo en ont pris des photos de tous les coins de la contrée. Comme cette nuée blanche s'était installée là et ça a été publié par Associated Press. Je pense que votre journal de Chicago a publié cela partout. Le magazine Life a publié cela. Combien ont vu cela? C'est mystère. Vous voyez, c'était ça. La même, exactement ce qui a été dit. Je me tenais juste en dessous de cela quand cela descendait et que ça s'est formé. Ils ont dit, c'était là au-delà de ces biens. Pourquoi Branham déclare-t-il à nouveau qu'il était juste au-dessus de ce nuage alors qu'il n'en était pas près de lui? Voyez? Alors donc, pour qu'on termine avec vous, puisqu'on a pris assez de temps, et ce numéro-ci ne nous permet pas d'évoquer, dévoile avec détail comment ce nuage a été formé. Et même quand le pasteur Dieu a dit, on a dit que c'est une roquette, il paraît-il, ceci, cela, il essaie un peu de minimiser, alors que c'est quelqu'un qui, au début, moi je me disais que c'était un homme très instruit, un homme qui était accro aux informations, à la science, pour voir l'évolution des choses et rechercher l'accomplissement des prophéties. Mais je me rends compte que ce monsieur n'est pas à la hauteur de la réputation que nous lui avons donnée quand nous étions encore dans le monde du message. Voyez? Et quand on se rend compte, on se dit, mais tiens, c'est grave. Alors, en un seul mot, William Marion Branham nous dit qu'il était témoin oculaire de ce nuage et qu'il a vu s'élever dans les airs alors qu'il était en tournée de chasse avec Fred Sotman, Jenny Norman, dans la montagne, et que ce sont les 7 anges qui l'ont rencontré, qui ont formé ce nuage qui a été photographié plus tard. Il ajoute aussi qu'il est allé chasser le sanglier après le retour de son voyage de Houston, quand il est allé prier pour ces 2 jeunes gens, et que lorsqu'il est arrivé à l'auditorium de Houston, il a tenu une réunion le 4 mars 1963. Il affirme également qu'il se tenait juste en dessous du nuage qui a été photographié, alors que ce témoignage nous conduit alors à poser certaines questions à nos amis, croyants du message de William Branham. 1. Comment le nuage a-t-il pu être formé par les aides de 7 anges qui ont parlé à William Branham dans la montagne, alors que le nuage est apparu plusieurs jours avant que William Branham ne puisse se rendre à sa partie de chasse? 2. Comment Branham pouvait-il être témoin oculaire de l'apparition de ce nuage alors que le dit nuage est apparu plusieurs jours avant que ce dernier puisse aller à sa partie de chasse et que ce nuage et que ce dernier est allé chasser après le retour de son voyage d'Houston, donc après le 4 mars 1963. 3. Comment Branham pouvait-il être au-dessous du nuage qui apparut au-dessus de Flagstaff, soit à 320 km de l'endroit où William Branham était censé se retrouver une semaine plus tard en tournée de chasse? Ce sont là des questions directes qui attendent aussi des réponses directes de votre part, en toute honnêteté. Et si vous n'avez pas de réponse précise et directe, la conclusion la plus simple s'impose. Branham ment. Branham ment sur le moment où, au fait, Branham ment d'abord sur le moment où le nuage a été photographié. La science dit c'est le 28 février. Branham veut nous emmener ça, associer ça à son expérience de Mars. Branham ment aussi sur l'endroit où il était en train de chasser pour vouloir s'attribuer un événement qui n'a rien à voir avec lui. Donc, il n'est pas possible qu'une telle exagération sauvage soit une erreur. Ce n'est pas une erreur. Branham le faisait avec âme et conscience. Pourquoi William Branham implique-t-il maintenant une présence surnaturelle qui lui aurait dit de lever les yeux pendant qu'il était sur la montagne et quand il a levé les yeux, il a vu ce nuage qui s'est formé. Mais alors que les anges sont présentés devant lui, l'ont même élevé dans les airs. Après les anges, quand les anges l'ont laissé, pendant que les anges commençaient à monter
William Branham a vu qu'ils ont commencé à former une brume pendant qu'ils montaient. Et pendant que ça montait, ça partait très haut, très haut. Ça s'élevait, 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 jusqu'à ce que la science l'a photographié. Mais Branham a oublié les premières versions. Vous savez, le mensonge, on ne peut pas le dire 100 fois de la même manière. Mais la vérité, on peut le dire même 1000 fois de la même manière, sans dévier dans les grandes lignes. Vous voyez? Branham va alors nous signifier qu'il avait besoin qu'une voix lui dise de lever les yeux quand il... Non, je vais dire. Votre vie était digne de l'évangile prêché le 30 juin 63. Paragraphe 13. Branham dit: je pensais qu'on m'avait tiré dessus. Et quelqu'un, je portais un chapeau noir. Je pensais que quelqu'un m'avait peut-être pris pour un pécari qui détalait en gravissant la montagne, que quelqu'un avait tiré sur moi. Cela avait retenti si fort sur moi, comme cela. Puis, tout à coup, quelque chose me dit: lève les yeux. Et la chose était là. Il me dit alors: c'est l'ouverture de 7 sceaux. Rentre chez toi. Je suis donc venu ici. Environ 1 heure après, j'ai rencontré frère Fred et le frère Norman. Quand je les ai vus, ils étaient tout excités et ils ont parlé. Et la chose était là. Voilà. Donc déjà là, tout à l'heure, nous avons lu pourtant une déclaration. Il a dit: l'un de ses frères se tenait juste à mes côtés quand cela est arrivé. Maintenant, ici, il nous dit que c'est 1 heure après qu'il a rencontré les 2 frères. S'il vous plaît, vous avez quand même été à l'école. Vous avez quand même été à l'école. Alors, donc, on peut se poser des questions pendant qu'ensuite on termine. Pourquoi dit-il que ses compagnons parlaient du nuage alors que il avoue que ses compagnons n'ont jamais vu ce nuage? Il dit qu'il les a retrouvés 1 heure plus tard, ils en parlaient. Ils parlaient de ce nuage-là, alors qu'ils n'ont pas vu. Et lui-même aussi, il l'a vu juste parce que il a entendu une déflagration et une voix lui a dit: lève la tête. Et quand il a levé la tête, la chose était là. Ça veut dire que le nuage était là au-dessus de lui. Soyez sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même si on peut être diplômé d'un diplôme d'idiot, mais on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Enfin, ce diplôme déjà n'existe pas. Parce que si on peut décerner le diplôme d'idiotie à certains, parce que on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on vous ment et vous êtes conscient qu'on est en train de mentir. Le type est en train de mentir. Mais vous faites semblant qu'il n'est pas en train de mentir. Comment? Comment? On se pose la question de savoir s'il y a une faculté d'idiotie. Ou lorsque vous allez, on vous enlève la matière grise, on vous enlève le cerveau, on vous ouvre la tête, on vous enlève le cerveau, on vous dit: vous n'avez pas besoin de ça ici. Et on vous chante: crois seulement. C'est tout. Ça veut dire n'importe quelle bêtise, tu dois croire seulement. Mais alors que la vraie foi doit passer par une vérification. Les disciples de Béret vérifiaient les propos de Paul pour établir l'exactitude par les Écritures. Mais vous, ce n'est même pas avec les Écritures que vous vérifiez. Mais rien que le propos de Branham, avec les faits réels de son temps, avec les événements qu'il s'approprie, et avec les multiples déclarations qu'il fait, vous ne voulez pas y toucher. Parce qu'on vous a dit que si vous essayez de toucher, Dieu vous envoie en enfer. Depuis quand Dieu a condamné quelqu'un pour avoir cru à la vérité? Depuis quand Dieu a condamné quelqu'un qui a dénoncé un faux prophète, qui dit des mensonges au nom de Dieu, qui attribue à Dieu des choses que Dieu n'a pas fait? Depuis quand Dieu a été du côté des fraudeurs, de ceux qui volent les révélations des théologiens pour se les attribuer et se dire que c'est lui qui est le révélateur de la parole? Alors, certaines personnes prétendent que William Branham a dit que les anges étaient en train de l'attendre à Arrêter-Snake Maison depuis environ 1 semaine avant que lui n'arrive. Mais ça, Branham ne l'a jamais dit parce que personne n'a pu produire un élément comme ça. C'est des choses qu'on a voulu faire attribuer à ces derniers alors que cela n'est pas l'exacte vérité. Vous voyez? Alors, comment cela se pourrait-il quand Branham déclare lui-même que le nuage a été créé par le départ des anges qui venaient de s'élever quand ils l'ont quitté? C'est à ce moment-là que ce nuage a été créé. Comment est-ce qu'on peut dire que les anges étaient en train d'attendre William Branham? Alors, sachant que ce nuage s'est formé 8 jours avant le voyage de chasse de William Branham, est-ce que cela n'affecte pas, en toute honnêteté, la crédibilité de William Branham?
Lorsque vous êtes conscient que ce nuage a été formé 8 jours avant que William Branham aille à sa partie de chasse, c'est démontré. Et vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Avec le propos de William Branham et les témoignages qui sont apportés, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Maintenant, lorsque cela est prouvé comme cela est prouvé ainsi, est-ce que cela ne remet pas en cause la crédibilité de William Branham? En quoi pouvons-nous lui être crédibles? Lorsque sur une question si grande, il se permet de mentir. Là où le mensonge ne devait pas être trouvé, mais c'est là qu'on trouve le mensonge. Alors, si votre pasteur vous disait des choses aussi éloignées de la réalité, est-ce que vous allez les croire? Vous allez les croire? Je crois que non. Maintenant, comment se fait-il que celui que vous dites être prophète, qui est censé vous prêcher la vérité, vous dit des mensonges, constamment des mensonges? Il n'y a rien que Branham ait dit qui soit la vérité. Tout ce qu'il dit, quand vous placez ses paroles sous examen, vous trouvez qu'il ment. Soit il ment contre la Bible, soit il ment contre une réalité, soit il ment contre lui-même. Voyez? Alors, donc déjà, ce que je peux vous poser comme question pendant qu'on se quitte, pourquoi continuer à croire en Branham du moment où vous êtes conscient que ce dernier ne faisait que vous mentir? Comment vous faites? Je me pose cette question. Comment vous faites? Branham était alors en quelque sorte un homme irrésolu, un homme qui ne savait pas exactement où est-ce qu'il allait, qui était arrivé à un point où il prenait même ses mensonges pour des vérités. C'est ça, c'est de cette maladie que souffre le mythomane. Le mythomane peut fabriquer tellement de mensonges qu'il peut arriver à croire avec une ferme conviction. Enfin, vous ne pouvez pas lui démontrer qu'il est en train de mentir. C'est ça la mythomanie. Et vérifiez, faites des recherches, vous allez vous en rendre compte qu'il y a un stade où le mythomane croit à ses propres mensonges et les prend comme étant des absolus. Il croit que ces mensonges sont la vérité, mais alors que, au départ, c'est un mensonge. Voilà ce qu'on avait à vous apporter, à répondre au pasteur Dioka Sangoulouja. Et comme Branham dit que il se tenait là, est-ce qu'il dit vrai ou bien il ment? Est-ce que vous, avec votre conscience, vous savez que Branham était là ou bien il ment? Alors, au besoin, laissez en commentaire. Nous continuerons sûrement sur la suite pour démontrer l'origine scientifique de ce nuage. Et vous démontrer que le nuage qui a été photographié était juste un cercle vide. Ce n'était pas un disque rempli d'un visage incrusté à l'intérieur que Branham et les siens ont incrusté en 65. Et Branham pouvait dire, voyez-vous ses yeux, sa bouche et sa barbe. Il est là comme Hoffman Lapin, alors que c'est faux. Les nuages authentiques, original, n'avaient pas de visage. Mais d'où est-ce que Branham avait trouvé celui qui avait un visage? Voyez comment on vous manipule. Alors, on revient au prochain numéro sûrement, par la grâce de Dieu. Nous parlerons de l'origine scientifique du nuage du 28 février 1963. Et vous verrez, une fois de plus, que le message c'est une tour de Babel, érigée autour des prouesses scientifiques. Un peu comme la tour de Babel à l'origine, qui était une construction qui voulait s'élever jusqu'au ciel, que Dieu avait renversée. C'est pas pour rien que cette fusée qui est aussi une tour de Babel moderne, qui s'est élevée dans les airs et qui a été accidentellement détruite, qui a été intentionnellement détruite par l'armée, on vous en démontrerait, vous apportera des preuves évidentes, est devenue en quelque sorte le symbole pour les croyants du message de William Branham, un élément d'une tour de Babel moderne qu'ils ont placé dans le lieu de culte et qu'ils vénèrent, qu'ils appellent Jésus, seconde venue, mon époux, la nuée des gloires, ainsi de suite. Alors que le bon nom que cela devait prendre, c'est un nuage de farce. Parce que c'est une farce. C'est une véritable farce. Une idolâtrie bien organisée par des gens qui veulent de votre fric, qui ont peint un homme et qui l'ont exposé comme une marque de fabrique et qui vous ont attiré vers cet homme afin de vous vider les poches tout en vous vendant les illusions. C'était votre frère Renaud Boris Mota, ex-pasteur du message du temps de la fin, répondant à certains mensonges de certains prédicateurs qui veulent soutenir le mensonge de Branham en disant d'autres mensonges. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Un peu comme les cafards, même quand ils rentrent dans la farine de foufou, il ne peut pas passer inaperçu devant la poule affamée. La poule reconnaîtra que derrière ce maquillage en blanc, il y a un cafard qui fait partie de mon plat favori. Et le mien, c'est de dénoncer William Branham.
et des mensonges qui sont dits à son sujet. Chaque fois que ça tombera sous mes oreilles, j'en parlerai. Et chaque fois que j'en parlerai, un enfant de Dieu sera délivré. Merci.